Bonjour, bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78, actualité et idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le programme de ce 11 février. La visite de Jean-Michel Blanquer dans les Yvelines, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu au campus de Versailles ce vendredi après-midi. C'était à l'occasion du Forum des métiers et formations du patrimoine et de l'artisanat d'excellence. Quelques heures auparavant, il annonçait le nouveau protocole sanitaire dans les écoles. La performance du Football Club de Versailles, les Yvelinois se sont qualifiés mercredi pour les demi-finales de la Coupe de France. Face à eux, désormais, l'OGC Nice, club de Ligue 1 pour décrocher la finale. Retour sur cette semaine historique pour les Versaillais. Et puis comme tous les vendredis, nos idées de sortie dans les Yvelines pour samedi, dimanche et dans les jours à venir, c'est dans la deuxième partie de cette édition. Et c'est avec Bichente, Mérien Santi, Stéban que je suis très heureux de retrouver après 2 semaines d'absence, c'est ça? Oui, c'était en la effet, dernière. Grégory, c'est ça. 2 semaines d'absence et retour en pleine forme. On a hâte de découvrir la carte que vous nous avez concoctée pour aujourd'hui. Quel est le menu, Bichente? Cette semaine, rapidement, on parle 7e art et aussi forcément la Saint-Valentin, la fête des amoureux, car c'est lundi. Et c'est tout à l'heure, bien sûr, dans le 7-8 Week-end. L'actualité d'abord avec le nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Il a été annoncé ce vendredi matin par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Des mesures qui entreront en vigueur à la rentrée des vacances d'hiver. Principale mesure à retenir, la fin du masque obligatoire en extérieur dans les cours de récréation des écoles primaires. En intérieur, le port du masque reste obligatoire sauf pour la pratique d'activités physiques et sportives, à l'exception tout de même des sports de contact. Autre point à retenir, un seul autotest dorénavant à pratiquer pour les élèves cas contact au bout de 2 jours contre 3 jusqu'à présent. La fin des attestations sur l'honneur après le premier autotest. Enfin, l'assouplissement des règles de brassage à la cantine. Les enfants seront regroupés désormais par niveau et non plus par classe. Au 10 février, pour précision, 297 classes étaient fermées dans les Yvelines pour cause de Covid-19. Quelques heures après ces annonces, Jean-Michel Blanquer s'est rendu à Versailles à l'occasion du Forum des métiers et formations du patrimoine et de l'artisanat d'excellence. C'était cet après-midi, ce vendredi après-midi, et sur place, Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Préserver les savoir-faire à la française, revitaliser les vocations autour des filières du patrimoine et de l'artisanat. Projet débuté il y a 2 ans, le campus Versailles accueille ses premiers élèves depuis le 13 octobre dernier. Aujourd'hui, 2 diplômes universitaires ont été mis en place depuis ce jeudi 10 février et jusqu'au samedi 12 février. Le site organise un forum à destination de ceux qui souhaitent découvrir les métiers auxquels ils forment. Un temps d'échange auquel est venu assister Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale a rencontré artisans, représentants des formations et les élèves. L'actualité à venir, c'est cette grande journée de sensibilisation au handicap. Elle se déroule ce samedi au centre commercial Westfield Vélizy 2 en collaboration avec plusieurs associations partenaires. Au programme échanges, ateliers et mise en situation, notamment des parcours en fauteuil roulant ou l'expérience d'un café dans le noir. Le rendez-vous sera rythmé également de plusieurs performances artistiques pour illustrer le thème de l'inclusion. C'est de 11h à 18h. C'est la fin de la semaine et avant d'aborder la nouvelle, que faut-il retenir de l'actualité des derniers jours dans les Yvelines? Mélanie Poquet vous résume le tout en 78 secondes. Des travaux d'envergure. Le samedi 5 février, le travélator de la gare de Saint-Quentin en Yvelines a été installé sur les quais. Une nouvelle étape dans la modernisation du site qui accueille quelques 70 000 voyageurs par jour. Un projet contesté à Magnanville, la mobilisation se poursuit contre le projet de prison. L'établissement devrait être de 700 places et voir le jour à l'horizon 2027. Une ville derrière son équipe, commerce et habitants étaient présents pour soutenir le FC Versailles lors de son quart de finale face à Bergerac. La cité royale s'est enflammée après la qualification en demi-finale de Coupe de France. Un jeu yvelinois meilleur jeu de l'année, c'est peut-être le titre que décrochera Happy City le 24 février prochain. Édité par l'entreprise versaillaise Cocktail Games, le jeu de cartes fera face à Carte Aventura et Seven Wonder Architect. Ancien président de TV78, Gérald Favier a également œuvré pendant 22 ans en tant qu'adjoint au maire d'Elancourt. Vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, il laisse derrière lui de multiples réalisations. Il s'était retiré de la vie politique en 2018 pour s'occuper de sa famille. Gérald Favier vient de nous quitter à 81 ans.
Le retour anticipé de Bichente et Merien Santisteban en plateau avant de nous donner envie de sortir dans les Yvelines. Bichente, vous rentrez en jeu pour nous parler d'une semaine historique, celle passée par le Football Club de Versailles 78, car c'est l'information de cette semaine. Les Versaillais sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe de France. En effet, Grégory, ils avaient rendez-vous avec l'histoire. C'était une semaine on ne peut plus chargée pour les joueurs amateurs de Versailles. Cette semaine qu'on a suivie quasiment dans son intégralité ici à TV78. Et ça a commencé lundi avec le premier entraînement de la semaine, ou plutôt un décrassage. Lundi, c'était tennis-ballon, petit taureau, rencontre avec les médias. Écoutez le jeune défenseur de 22 ans et capitaine, Maël Durand de Jevigné, avec qui j'ai pu échanger un petit peu. Là, on relâche, on récupère du match précédent, parce que ça enchaîne vite en ce moment. Et dès demain, on va se mettre à 100% dans la coupe. Et on va se concentrer, on va travailler dessus. Et après, on va partir là-bas. Donc on va commencer à vraiment être dedans. Ouais. Donc comme l'a dit le jeune défenseur de la Cité Royale, mardi, les joueurs ont commencé à se plonger dans la rencontre. Entraînement tactique, préparation mentale et physique. Et puis arrive le mercredi. Levé aux aurores pour les joueurs en vue du déplacement à Périgueux et levé aux aurores pour vous aussi, Grégory, qui est parti avec Michael Midoro suivre les supporters. Tout au long de la journée, vous nous avez retransmis via les réseaux sociaux l'ambiance du quart versaillais. Les supporters ont donné de la voix. Regardez. L'ambiance, elle est pas terrible, l'ambiance. C'est un peu endormi, je trouve, vous voyez. C'est pas top, franchement, voilà. Mais c'est parce que vous avez un chant. Ah ouais, on a eu chanson, on a tout. Là. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va les chicoter. Les chants qui témoignent de l'impatience d'arriver à l'instant fatidique, la rencontre et cette fameuse demi-finale. Coup d'envoi à 18h30 au stade Francis Rongerias de Périgueux. Le scénario de la rencontre, je crois qu'on en a tous entendu parler ces derniers jours. Versailles ouvre le score en début de match vers la 15e minute, sous les encouragements de la centaine de Versaillais ayant fait le déplacement jusque dans le sud, mais aussi des 1000, si ce n'est plus, sur la place du marché versaillaise, où un écran géant avait été posé pour suivre le match. Mais Versailles se fait égaliser à la dernière minute et là, c'est la stupeur. Séance de tir au but avec un ascendant psychologique pour Bergerac. Grégory, vous qui étiez au stade, comment vous l'avez senti ? Honnêtement, avec Mickaël, on était plutôt pessimiste après l'égalisation de Bergerac. On s'est dit que l'ascendant psychologique, justement, était passé du côté de Bergerac et la séance de tir au but nous a fait mentir. Heureusement pour les Versaillais. Exactement, les joueurs versaillais ont su garder la tête haute. Ils ont inscrit leurs 5 pénaltys, contrairement à leurs adversaires qui en manquent un. Qualification en demi-finale de Coupe de France et libération. C'est un sans faute des Versaillais. Walid Diouf, C'est une grande fierté d'avoir un club qui fait un tel exploit. Surtout, c'est notre ville, c'est Versailles. Ah, c'est historique, c'est magique, c'est énorme. Là, on est tous là, les Versaillais, on est tous ensemble et on va essayer de battre soit Nice, soit, il me semble que c'est Marseille. Ensuite, le retour. Grégory, vous êtes rentré avec les supporters la nuit, arrivé 4h, 5h du matin environ. La nuit était courte. Exactement, ouais, la nuit courte, mais le lendemain, édition spéciale. Les joueurs, eux, sont rentrés également le lendemain, après une nuit courte également. Inza Diarasuba, le buteur, vous l'a confié hier, il était l'invité de votre édition spéciale. Édition spéciale à revoir d'ailleurs pour tous ceux qui ne l'ont pas encore regardé avec un long format de votre aventure avec Michael Midoro. Je fais un peu de pub, j'en profite. Oui, mais vous avez raison. Et dernière étape, hier, le retour des joueurs au stade Montboron, la communion avec les supporters présents pour les accueillir. C'est super sympa de voir qu'on est soutenu, suivi et apprécié par notre ville. Et de rentrer comme ça en vainqueur, c'est agréable. Ça fait plaisir, donc on voit qu'on a fait plaisir aux gens, voilà, qu'on est soutenu. Et alors, grande fête encore qui va se poursuivre, puisqu'en demi-finale, l'adversaire, c'est un club de Ligue 1, c'est Nice. C'est ça, le match se jouera le 2 mars prochain à 21h et ça devrait être en région parisienne. Une bonne nouvelle, 3 stades sont pressentis pour accueillir la rencontre. Le favori, c'est le stade Charletti avec ses 20 000 places. Mais il y a plus gros, et c'est ce que préfèrent d'ailleurs les supporters et les joueurs quand on leur pose la question, c'est le Parc des Princes, l'enceinte du Paris Saint-Germain avec ses 41 000 sièges. Et plus encore, imaginez le Stade de France, l'immense enceinte de 81 000 spectateurs. Difficile à remplir,
mais pourquoi pas en finale en cas de nouvel exploit. C'est ça, on va attendre le Stade de France pour la finale. Ça voudrait dire que les Versaillaises sont en finale. Alors attention à ne pas se relâcher. C'est vrai qu'il y a cette demi-finale qui va arriver le 2 mars, mais il y a d'autres échéances avant pour le Football Club de Versailles. Oui, l'objectif premier du club, ça reste le championnat de National 2 qu'il domine pour le moment. Et pour remporter le championnat, il faudra une victoire dans le derby yvelinois. C'est ce samedi face à Poissy. Et on suivra tout ça bien sûr avec attention les événements des prochaines semaines. Merci Bichente, on vous retrouve dans un instant pour vos idées de sortie. Mais avant votre rubrique Legal Checking pour vérifier ce que disent les acteurs de l'actualité, Raphaël Mata Duvigneau du collectif des Surligneurs décrypte aujourd'hui des phrases prononcées par Nicolas Dupont-Aignan. Regardez, c'est notre rubrique. Nous répétons depuis longtemps les mêmes principes élémentaires du respect des obligations internationales de la France. Pour preuve, dernièrement, Nicolas Dupont-Aignan entend refuser l'application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces deux juridictions, rappelons-le, contrôlent la bonne application, respectivement, des traités sur l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme. Et en cherchant à lutter contre ces décisions juridictionnelles, le député appelle purement et simplement à violer les engagements internationaux de la France. En effet, la France s'est engagée souverainement et librement à les respecter et n'a donc actuellement pas d'autre choix que de se soumettre aux décisions rendues par les juridictions européennes sous peine d'engager sa responsabilité et de se voir infliger des sanctions, notamment financières. Pour atteindre son objectif, Nicolas Dupont-Aignan dispose donc de deux solutions juridiquement acceptables mais très improbables à mettre en œuvre. Premièrement, renégocier les traités afin d'autoriser expressément le non-respect des décisions des deux cours, vidant ainsi les textes européens d'une partie importante de leur substance. Solution possible juridiquement, mais politiquement très improbable, dans la mesure où pour réviser les traités européens, l'unanimité des États partis, c'est-à-dire 26 pour l'Union européenne et 47 pour le Conseil de l'Europe, est requise. Il existe donc une différence notoire entre théorie et pratique. Deuxièmement, et de manière plus radicale, quitter l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. En droit, c'est possible, mais très compliqué avec des conséquences insoupçonnables. L'exemple anglais le démontre. Une fois ces Frexit entérinés, la France devra alors négocier avec chaque pays européen et avec ses partenaires extra-européens les bases de nouvelles relations commerciales, fiscales, économiques, judiciaires ou encore diplomatiques. Et il n'est d'ailleurs pas certain que la France sorte gagnante de ces nouvelles négociations. D'autres personnalités politiques ont longuement soutenu ces mêmes positions pour aujourd'hui les abandonner. La réalité est dure, mais c'est la réalité, et les surligneurs continueront à rabâcher inlassablement les règles du fonctionnement des institutions européennes. Allez, c'est l'heure de sortir dans les Yvelines dans ce 7-8 week-end. Et votre invité Bichente, il nous a rejoint en plateau, il vient parler cinéma, on le connaît bien à TV78, il était passé en tant que stagiaire dans la rédaction. Oui, bonjour Thomas Salazar. Bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes le réalisateur du film Mon Doudou. C'est un film que vous avez réalisé avec l'association Jolie Prod. Il a été tourné l'été dernier et l'avant-première c'est demain, samedi 12 février à Saint-Arnoux en Yvelines. Ça fait quoi de voir un projet de longues années, puisque ça fait 6 ans que vous le travaillez, définitivement aboutir? C'est ça exactement. En fait, j'avais lu le court-métrage est librement adapté, inspiré de la nouvelle de Dino Buzzati, Pauvre petit garçon, que j'avais lu quand j'étais en 3e. Donc voilà, donc on est quand même sur un laps de temps assez long. Depuis, j'ai écrit d'autres choses, et l'association Jolie Prod, dans laquelle je suis adhérent, m'a proposé « Est-ce que tu veux réaliser un court-métrage ?» J'ai dit « Ah ouais, complètement ». Et j'ai ouvert mon dossier sur mon ordinateur avec, il y en a 6 ou 7 dedans qui sont finis, de scénarios, d'autres qui viennent juste d'être commencés. Et je me suis dit « Ah, c'est pas mal ça pour commencer, ça peut être pas mal ». Quand je l'ai rouvert, j'ai fait « Ah oui, j'étais en 3e effectivement quand je l'ai écrit ». Du coup, j'ai dû le réécrire. Vous le proposez il y a 2 ans, c'est ça? C'est ça, exactement, il y a 2 ans. On devait le tourner en 2020, mais bon, il y a eu une petite crise sanitaire, je sais pas si on a entendu parler. Ouais. On a dû le rapporter d'1 an après, ouais. Et le film, du coup, se veut être une aventure humaine, avec les acteurs, c'est des enfants, la plupart notamment. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit pitch, rapidement? Un petit pitch, alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui va au parc avec sa mère, et il y a un groupe d'enfants. D'habitude, ce groupe d'enfants, il est très hostile avec ce petit garçon, mais cette fois-ci, il décide de bien vouloir l'inclure dans le jeu. Voilà. Un film d'ailleurs tourné en territoire rambolitain, je vous propose d'en regarder un petit extrait.
On t'a déjà dit non. En plus, t'as même pas d'armes. Mais si, regardez, j'ai un pistolet. Donc c'est un film déjà sélectionné dans plusieurs festivals, notamment le Marché du film à Clermont-Ferrand ou le Lift Off Global Festival en Angleterre. C'est ça. Quand on est jeune réalisateur comme ça fait quoi d'avoir ce film justement sélectionné dans des festivals et une projection en avant-première au cinéma ? Ah bah c'est assez incroyable. Les festivals déjà c'est très fort. Je remercie toute l'équipe de Jolly Prod qui s'est mis à la recherche de festivals. Voilà, donc le film vient juste de commencer sa carrière. On en a fait 2. Il a été finalisé là fin décembre début janvier. Donc en 1 mois déjà faire 2 festivals c'est quand même pas mal. Et pour l'avant-première voilà, on remercie le Cratère et toute la communauté de Saint-Arnoux en Yvelines qui nous permet de faire ça vraiment. C'est vraiment une occasion en or et ça va être j'ai dit une belle soirée, mais c'est l'après-midi, donc un bon après-midi. Et comment s'est passé le tournage justement, puisque vous êtes dans la peau du réalisateur maintenant, et ouais. il fallait gérer par exemple les enfants. Comment ça s'est passé ? Et bah déjà c'est en amont du tournage. On a casté des enfants sur la commune d'Hermeret. La plupart font partie de la commune d'Hermeret. Voilà, la commune très gentiment nous a donné des locaux, nous a prêté des locaux, donné des lieux de tournage et tout. On a tourné sur 3 jours. En extérieur, la météo voilà, n'a pas été forcément clémente avec nous. Et puis oui, voilà, avec les enfants, c'est vraiment un exercice qui est compliqué de base en fait. C'est-à-dire diriger des acteurs c'est compliqué, mais diriger des enfants c'est encore plus compliqué. Voilà, il fallait bien leur faire comprendre tout ce qu'on voulait, en même temps que ça fasse un petit peu naturel. Mais voilà, il y a toute l'équipe qui a travaillé avec moi, Jolly Prod notamment, pour la direction des acteurs. Il y avait Claire Soudier et Julien Denervaux de Jolly Prod qui en plus Claire Soudier a fait des études de théâtre, c'est pour ça qu'elle a été voilà, qu'elle était apte à m'aider dessus, et au final ça s'est bien passé hein. Et le rôle de réalisateur il vous plaît, parce que vous aviez déjà occupé différents rôles dans la réalisation de films, vous aviez participé à d'autres courts-métrages. Est-ce que c'est un rôle qui vous a plu, qui vous donne envie de recommencer ? Ah oui, bien sûr, c'est un rôle qui m'a plu, mais depuis le début hein, depuis l'origine, je veux faire ça depuis le début, donc c'est sûr que voilà, mais en tout cas ça m'a permis de me rendre compte de plusieurs choses, de la difficulté. C'est-à-dire qu'au début c'est un rêve, et en fait quand on est dedans c'est un peu plus, on est un peu plus sur la réalité quoi. C'est ça exactement. Et combien de temps fait le film Le film fait 7 minutes et 4 secondes pour être précis. Exactement. Le chronomètre est là. Très précis. On a vu du coup un bout du making of nous. Oui. La projection c'est demain à 14h. Exactement, oui. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour le futur en fait du film, et même pour vous, votre futur en tant que réalisateur ou alors dans le cinéma ? Pour le futur proche, déjà qu'il y ait du monde à cette avant-première et que ça plaise, que le film plaise. C'est-à-dire on projette le film, ensuite il y a une session de questions-réponses et après il y a le making-of du coup qu'on voit après pour bien se rendre compte du travail avec les enfants, de ce que ça représente et de l'aventure humaine aussi de ce tournage. Et pour ce qu'on peut souhaiter dans un futur plus lointain, c'est... Parce que vous n'avez que 20 ans, donc c'est vrai. c'est encore le temps d'avoir une belle carrière au cinéma. C'est un bon âge. C'est de continuer comme ça, et de monter petit à petit en ambition et en échelon. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc merci Thomas Salazar d'avoir été avec nous. Votre film Mon Doudou sera donc projeté en avant-première demain, samedi 12 février, au cinéma Le Cratère à Saint-Arnoux en Yvelines. Projection à 14h en présence de l'équipe du film, votre équipe. Merci Thomas, réalisateur du film. Merci à vous Thomas. Alors à présent Bichente, vous nous parlez d'un autre rendez-vous à suivre samedi soir. On va au cabaret à Cernay-la-Ville. Exactement, demain soir on pourra retrouver la comédie musicale Cabaret 4 saisons au cabaret du Bout des Prés de Cernay-la-Ville. Les 4 saisons c'est Vivaldi, mais c'est aussi une pizza bien connue, bien spéciale. Vous l'avez souvent séparée en 4 portions. Enfin bref, la comédie musicale parle justement de Mario, un pizzaiolo des années 60, roi de la fête. Une comédie sympa à voir sous la forme d'un dîner-spectacle. Et à voir d'autant plus qu'en première partie, un événement bien spécial, un défilé de mode. Ça paraît plutôt un problème. Et oui, elles s'appellent Les Enchanteuses et présentent leur collection Vox, des accessoires et vêtements confectionnés à partir des velours, les velours rouges du cinéma Vox de Rambouillet. En fait, quand le cinéma a fermé, elles en ont profité pour récupérer le grand rideau rouge qui allait sinon partir à la déchetterie. Défilé à partir de 19h30 au cabaret des 4 saisons de Cernay-la-Ville.
Un voyage au Brésil à présent. Vous nous faites rêver, Vicente, le temps d'une soirée toujours. C'est ça, on part du côté des plages de Copacabana à Rio. Flavia Coelho, la chanteuse aux sonorités groove, afro-caribéenne, hip-hop et bossa nova notamment, se produira vendredi 18 février à Plaisir sur la scène de la Clé des Champs. Elle présentera son nouvel album DNA. On écoute l'artiste. Musicalement, c'est un disque, bien sûr, qu'il y a un peu ce que j'appelle ma patte, qui c'est de mélanger divers rythmes, divers et variés, jouer avec des basses de sonorités un peu plus urbaines, telles que la trap, le hip-hop, etc. Mais toujours avoir des guitares brésiliennes, avoir le flow. Ensuite, au niveau des paroles, c'est un disque un peu plus rentré dedans, parce que je voulais à tout prix parler de l'actualité, de ce qui était en train d'arriver dans mon pays, en fait, l'arrivée des extrêmes, des choses qui existent depuis toujours, en fait, le racisme, les inégalités, l'homophobie. Donc, j'ai écrit des paroles qui ont été quand même difficiles à écrire et à les interpréter parce que je parlais de mon pays. Je suis née à Rio de Janeiro dans les années 80. Je commençais à faire de la musique à l'âge de 14 ans en répondant à une annonce d'un casting. J'étais prise par ce groupe, une espèce de bande de balles, de chants, de reprises, etc. Depuis ce groupe, j'en ai passé par une vingtaine d'autres, jusqu'à l'âge de 26 ans, je décide de prendre l'avion et venir vivre en France pour commencer l'aventure d'un premier album. C'est vraiment le titre qui a été le plus difficile pour moi d'écrire, car il décrit vraiment ce qu'est la ville de Rio de Janeiro, en dehors, le tableau que les gens y connaissent, le Christ, la mer, la plage, etc. Donc, c'est une ville que j'ai grandi, que j'ai passé beaucoup de temps de ma vie là-bas et qui est malheureusement, depuis toujours, corrompue, subit les violences, les inégalités diverses et variées. Et merci à la merveilleuse et excellentissime Célia Gatsongo qui a rencontré la chanteuse Flavia Coelho. Je dis pas ça parce qu'elle vient de nous rejoindre en plateau. Bien sûr, Vicente, bien sûr. Célia, bonjour. Très gentil, bonjour, merci. Bonjour Célia. Vous êtes venue nous parler d'amour. Oui. La Saint-Valentin, c'est lundi. Exactement. La Saint-Valentin, c'est lundi. Et moi, j'ai 3 cadeaux Made in Yvelines à vous proposer. Alors, un fini, le traditionnel bouquet de fleurs et le restaurant romantique. Et oui, Grégory, Vicente, il va falloir être plus inventif. C'est ce que j'avais prévu. Merci. Personnellement, j'ai pas choisi l'originalité cette année. Eh bien, je vais vous proposer des idées pour ça. Alors, plus ou moins original, mais surtout fait dans les Yvelines. Un geste pour nos commerçants yvelinois qui ont vécu des durs moments ces temps-ci. Alors, on commence par une jeune entreprise qui fête bientôt ses 2 ans d'existence. LB Maroquinerie conçoit et fabrique des accessoires en cuir fait main à Bois d'Arcy. La gérante donne des noms propres à ses sacs qui sont souvent très colorés. Un des derniers s'appelle Camille. C'est un sac ceinture qui se porte aussi en sacoche. Donc homme ou femme. Donc là pour le coup tout le monde peut l'avoir. Et après sinon j'ai le fameux Valentine qui était sorti l'année passée pour la Saint-Valentin. Et après, sinon, c'est plein de petites maroquineries, des porte-cartes, des porte-monnaies, des porte-clés. Il y en a vraiment pour tous les goûts et il y a toutes les couleurs. Là, c'est un exemple de couleur assez neutre qui peut être aussi bien féminin que masculin. On est sur du marine et du bleu ciel. Et donc, du coup, en fait, on a la petite sangle ici donc, qui est réglable. Et comme ça, on peut le mettre aussi bien à la taille que porter en fait en sacoche comme un sac banane. Donc ça, c'était votre première idée pour trouver le cadeau idéal, mais on part à Poissy. Désormais, vous avez repéré un produit dont le savoir-faire date du XVIIe siècle. Oui, alors connaissez-vous le noyau de Poissy ? Absolument pas. Du tout. Pas du tout. Eh bien, c'est une liqueur à base d'amandes de noyaux d'abricot qui est fabriquée dans cette distillerie à Poissy. Il y a 2 recettes, une blanche et une ambrée, parfait pour une soirée romantique à la maison avec un bon cocktail. Ça s'utilise aussi bien en apéritif
camp digestif, ça se met aussi en cocktail et en cuisine. Donc il y a plein de trucs à faire avec. À offrir à une personne à la personne, pour le coup, vu que c'est bientôt la Saint-Valentin, qui nous est chère et qui pourra être utilisée autant dans les cocktails d'amoureux que dans les gâteaux d'amoureux, que voilà, ou soit pour se faire plaisir avec les copains par la suite. Alors ce samedi, ils font un atelier dégustation de cocktails en partenariat avec les vins de Beau qui se marient très bien avec le noyau de Poissy, par exemple. Pour ceux qui veulent fêter la Saint-Valentin en avance, par exemple. Et une dernière idée de cadeau, Célia ? Alors, plus classique, cette fois-ci, pour les gourmands, des chocolats basés à Maule. Les chocolats Cola présentent une gamme qui peut convenir pour la Saint-Valentin. Elle s'appelle la Vie en Rose. Vous pouvez trouver des cœurs garnis d'assortiments ou encore des roses. Et si vous voulez que cela soit plus personnel, la chocolaterie propose des plaques personnalisées ou des objets tout chocolat sur mesure. Voilà. Je sais pas pourquoi vous êtes tourné vers moi quand vous avez dit gourmand. Alors, je pense que Grégory, Vicente, vous êtes gourmands tous les deux. Et d'ailleurs, Grégory, qu'est-ce que vous allez offrir à votre Valentine ? Je vais pas le dire ici, elle regarde l'émission, donc elle n'aurait plus la surprise. Ok, allez, on laisse la surprise. Et vous, Vicente ? Moi, je peux donner un petit indice. J'aime bien les références, tout ça, donc j'ai vu pour un truc en rapport avec une petite série qu'on a regardée. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, super. Merci Célia, merci pour toutes ces idées. Du jour, Célia. Idées made in Yvelines. Et on termine Bichente avec un agenda, une avant-première d'un documentaire fiction. C'est ça, il s'appelle Why Versailles et ce sera le film d'ouverture de Fame 2022, le festival international de films sur la musique. L'avant-première en présence de l'équipe du film sera jeudi prochain à Paris, salle de la Gaîté Lyrique à 19h45. Le film raconte l'histoire du berceau de la French Touch, des artistes comme R, Étienne de Crécy, Arnaud Robotini ou même Phoenix. Écoutez Marc Collin, une des figures de cette French Touch, et réalisateur du film. J'ai eu un choc, je suis un jour allé dans mon disquaire préféré à Seattle aux États-Unis et j'ai vu un spécial French Touch et quand j'ai pris les disques, j'ai vu sur les pochettes tous les noms de mes copains d'école, de classe, etc. Donc j'ai vraiment eu un choc en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on fait finalement ? Pourquoi est-ce que vous avez tous fini par réussir dans la musique ? J'ai voulu raconter en fait cette histoire. J'essaie une troisième pour la route, la French Touch. Ouais, c'est un peu mieux, Vicente. Bravo. À noter qu'une projection est prévue prochainement du côté de Versailles. Merci Vicente pour ces idées et pour nous avoir fait un petit peu rigoler sur la fin de ce 7-8 week-end. C'est mon accent anglais. Non, mais je vais pas me vanter, j'ai pas un très très bon accent anglais non plus. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 week-end. Merci Vicente, merci pour toutes ces idées de sortie. Merci également à vous de nous avoir suivi. L'information locale qui revient dès lundi en direct avec le journal de la rédaction à 18h. Et d'ici là, passez un excellent week-end sur TV78.